Le pardon, l'acte qui sauve deux âmes d'un seul geste. Le pardon, cette grâce silencieuse, se dresse comme une arche fragile au-dessus des abîmes de la rancune et du ressentiment. Il n'est ni oubli ni faiblesse, mais une conquête intérieure, un acte de souveraineté par lequel l'âme se libère des chaînes qu'elle n'a pas forgées. Dans sa douceur apparente, il cache une force redoutable, celle de transformer la douleur en paix, de métamorphoser le cri en silence fécond. Le pardon est un paradoxe vivant, une révolte contre l'instinct qui pourtant s'élève au-dessus de lui, une offrande qui enrichit celui qui donne autant que celui qui reçoit. Les philosophes, ces arpenteurs de l'esprit, ont longuement médité sur cette vertu énigmatique. Pour Socrate, dont les leçons nous parviennent par la plume de Platon, la connaissance de soi est le prélude à toute justice, et le pardon, n'est-il pas une forme de justice rendue à soi-même, une délivrance de l'amertume qui obscurcit le regard ? Hannah Arendt, dans Conditions de l'homme moderne, voit dans le pardon une puissance proprement humaine, un antidote à l'irréversibilité des actes. Car si le temps ne revient pas en arrière, le pardon, lui, offre une rédemption au présent, une chance de recommencer là où tout semblait brisé. Il est, selon ses mots, une « action » qui brise le cycle de la vengeance pour ouvrir l'horizon de la réconciliation. La littérature, miroir des passions humaines, abonde en figures du pardon qui oscillent entre tragédie et lumière. Dans Les Misérables de Victor Hugo, l'évêque Myriel, par un simple geste de clémence, rachète Jean Valjean d'un passé de paria, prouvant que le pardon peut être une étincelle capable d'embraser une vie entière. A contrario, dans Moby Dick de Melville, le capitaine Achab, prisonnier de sa rancune envers la baleine blanche, sombre dans une spirale où le refus de pardonner devient une damnation. Ces récits nous enseignent que le pardon n'efface pas la faute, mais la dépasse, transformant la blessure en une mémoire apaisée, comme un galet poli par les vagues incessantes du temps. La science, avec sa rigueur analytique, vient elle aussi éclairer les vertus du pardon. Les travaux des psychologues comme Robert Enright montrent que pardonner réduit le fardeau du stress et de l'anxiété, libérant le corps autant que l'esprit. Les neurosciences, par les recherches de figures comme Richard Davidson, révèlent que les pratiques de compassion et de pardon stimulent les circuits cérébraux liés à l'empathie et au bien-être, suggérant que cette disposition, loin d'être une abstraction morale, s'inscrit dans la chair même de notre humanité. Pourtant, si la biologie nous y incline, le pardon reste un choix, une ascèse volontaire qui défie l'élan primitif de la rétribution. Mais le pardon ne se donne pas sans lutte. Nietzsche, dans sa généalogie des mœurs, met en garde contre une clémence servile, un ressentiment déguisé qui masquerait une faiblesse sous des atours de vertu. Le vrai pardon, au contraire, exige une force d'âme, une capacité à regarder l'offenseur dans les yeux et à dire, comme le Christ sur la croix dans les évangiles, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », non par pitié, mais par une compréhension souveraine de l'imperfection humaine. Cette hauteur d'esprit